Bonsoir mes chers amis, qualiticiennes et qualiticiens, tout acteurs dans le secteur du système management de la qualité, sécurité et environnement. Dans un nouveau départ après la chaîne Efficiency Academy, et avec notre nouvelle chaîne, on va essayer un peu de présenter un contenu qui répond à vos besoins, vos besoins en compétences en matière de mise en place du système de management de la qualité et aussi en termes de nouveautés dans tout ce qui est système de publication, que ce soit normatif, que ce soit en termes de mise en place par les communautés internationales, soit à partir au niveau de notre chaîne, soit au niveau de notre site web qhstools.com, que vous allez voir le lien dans la description de la vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va un peu plus ou moins présenter une vue globale de la norme ISO 9001 version 2015. Et dans les vidéos qui suivent, on va décortiquer les chapitres d'une manière détaillée avec les démarches et les documentations type que vous allez trouver sur qhstools.com, mais aussi sur la description de la vidéo. Je vous invite à voir ça d'une manière détaillée, là où vous pouvez télécharger des documents très intéressants par rapport au monde de management de la qualité. Donc, comme vous le savez, on va voir un peu la version 2015, sa mise en place, son historique et les traits généraux de cette norme. Et dans les vidéos qui suivent, on va décortiquer ces exigences d'une manière détaillée et comment les mettre en place d'une manière conforme aux exigences, que ce soit de la norme ou aux exigences de l'entreprise. Cette norme que vous savez, elle est basée sur la route de Deming, c'est la démarche gestion de projet essentielle et basique qui est planifier, réaliser, vérifier et réagir. Donc, en termes de planification, on va voir c'est quoi le contexte, c'est quoi les risques ascendants pour définir une politique qu'on va déployer sous forme d'objectifs sur une organisation qui est ce qu'on appelle l'approche processus, c'est l'organisation qualité, non pas organigramme, et avec un système de réalisation, c'est-à-dire les procédures, les moyens, les exigences en moyens de mise en place, que ce soit financière, humaine ou matériel, avec un système de monitoring, c'est la vérification, qui est plus ou moins fait sortie ou résultante de l'analyse du risque au niveau de la planification. Bien sûr, tout écart ou tout dérive par les mécanismes de surveillance et de vérification nous permettent un peu de dresser des plans d'action. C'est ça ce qu'on appelle agir ou améliorer. C'est la mise en place des actions, soit à partir des risques, soit à partir des dérives ou des déviations, des non-conformités réelles sur le système mis en place. Donc, le management de la qualité avant ça, c'est un historique à partir de l'âge. À partir des années 20, on avait les méthodes de contrôle qualité, les méthodes statistiques, développées pendant la Deuxième Guerre mondiale à base de plans de contrôle, de plans assurance qualité. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale vers le deuxième choc pétrolier, dans l'apparition des méthodes de qualité, les outils de la qualité au niveau du Japon, qui sont à la base issus des écostatisticiens américains qui ont travaillé au niveau du Japon pour nous faire naître les Taguchi, les Ishikawa, la qualité totale, et qui m'a permis après les efforts aussi de les géants du monde, que ce soit Motorola, General Tire, ainsi de suite, qui ont permis d'élaborer la première version qui est ISO 9001 1987 sous forme de procédure. Donc ces procédures étaient déployées sur trois secteurs, ISO 9001 version 1, ISO 9001 2 et 3, selon le scope de l'activité. 1, c'est les exigences totales en termes d'activité, c'est-à-dire conception des produits, réalisation des produits et contrôle final. La 2, c'est on enlève la conception, et c'est la réalisation et le contrôle final. Et pour tout ce qui est ISO 9001 version 3, c'était le contrôle final. Avec l'apparition de la version 2000, on a eu l'approche processus avec un système, ce qu'on appelle avec un système d'exclusion des méthodes de chaîne de valeur, c'est-à-dire la réalisation, soit la conception, réalisation et contrôle final, et on exclut un des deux avec une démonstration, bien sûr,
réelle et opérationnelle de l'exclusion. Et après, c'est la version 2008, avec les notes de clarification, surtout la partie formation, la partie processus externalisé, et la version, bien sûr, 2015, qui a un texte de ce qui est risque-opportunité pour adapter le langage du risk management au niveau du langage vocabulaire qualité. Donc, la raison pour un peu avoir ces modifications entre l'ère 2000 et 2015, c'est en fait c'est la mondialisation bien sûr, la concurrence, l'accélération commerciale, l'intégration de systèmes d'information comme élément de progrès au niveau de l'entreprise, et bien sûr tout ce qui est relations mutuelles entre les clients et les fournisseurs pour assurer une chaîne de valeur à caractère constant. Et bien sûr, l'impact que l'entreprise doit générer au niveau de son environnement extérieur, sur les écosystèmes, sur les citoyens, la réglementation, les parties prenantes, ainsi de suite. Et c'est là où il y a une intégration des parties prenantes au niveau de la norme, qu'on va voir après dans les slides suivants. Donc, les principes étaient de 8, maintenant elles sont de 7. Donc, c'est les principes de base de la qualité, c'est l'orientation client, bien sûr, qui est le fondament de la vision qualité, c'est-à-dire on va voir l'entreprise avec un angle de vue client. Cette orientation, elle est basée sur quoi? Sur le leadership, bien sûr, qu'il faut déployer en termes d'objectifs et de stratégie de l'entreprise, avec une vision de l'entreprise qui va être déployée d'une manière opérationnelle au niveau d'une organisation qui est en fait l'approche processus basée sur un management système, c'est-à-dire une coordination entre les objectifs globaux de l'entreprise par rapport aux objectifs opérationnels au niveau des process de l'entreprise. Donc, avec les management des ressources, ça nécessite une implication du personnel. L'implication du personnel, bien sûr, et de l'organisation va nous générer en fait un système de prise de décision fondé sur les preuves. Donc, pour générer des améliorations, qui c'est le principe de l'amélioration continue, et où on va chercher en fait ces améliorations, c'est dans les intersections, c'est-à-dire le management des relations avec les parties intéressées. Donc, ce qui va nous donner un déploiement des chapitres sur 10 chapitres pour être ce qu'on appelle un standard high level, standard de norme de haut niveau, standard de haut niveau au niveau de la norme qui est répartie sur 10 chapitres. Les trois, bien sûr, sont des chapitres génériques pour toutes les normes ISO qui portent la mention ISO. Et à partir du chapitre 4, on a le contexte de l'organisme, le leadership, la planification, support, la chaîne de la valeur, le système de monitoring ou l'évaluation des performances et tout ce qui est gestion de plan d'action, c'est l'amélioration continue qu'on va voir et déployer sur le schéma ici global, qui est en fait la répartition des chapitres, de tous les chapitres, des chapitres sur la partie PDCA en termes management de projet. Donc on a une planification basée sur la définition du contexte, l'implémentation des mécanismes de leadership, donc qui vont faire sortir ce qu'on appelle la planification opérationnelle, la planification processus, c'est l'approche processus, qui va nécessiter des ressources avec ces ressources vont assurer le fonctionnement constant de l'entreprise avec un système d'évaluation des performances de l'organisation mis en place qui va générer des applications et on va faire toujours tourner le cycle en termes de management progressif et persévérant. Donc pour cela, il faut mettre en place le chapitre 4 qui est les exigences. Donc on doit avoir deux parties. Donc on va déterminer les enjeux internes et externes bien sûr, de l'entreprise, c'est-à-dire les facteurs qui nous donnent ce qu'on appelle des forces de l'entreprise ou des facteurs qui vont nous générer des contraintes, c'est des faiblesses au niveau de l'entreprise. Bien sûr, en face de ça, il y a des enjeux, il y a des opportunités et bien sûr, il y a des menaces de caractère externe. Donc, les points forts en interne, les points faibles en interne, les opportunités, c'est-à-dire les nouveaux projets dans l'entreprise au niveau de son existence et bien sûr les menaces par rapport à la réalisation de ces projets qui nous donnent un peu les risques par rapport à ça. Et à la base de ça, ces enjeux internes et externes, bien sûr, ils sont liés aux besoins des parties intéressées qu'on doit déterminer d'une manière fonctionnelle
avec des exigences enregistrées au niveau de la documentation, que ce soit la réglementation, les actionnaires, les investisseurs, les sous-traitants, le personnel, les clients, l'environnement et ainsi de suite pour déterminer une matrice qui est bien conforme et qui se soit complémentaire avec les enjeux internes et externes qui ont été déterminés au niveau des enjeux internes et externes. Donc ça, une vue pour ces enjeux internes et externes et les exigences des parties intéressées vont être déployés sur un système de management de l'entreprise, c'est-à-dire sur une organisation, c'est-à-dire comment cette organisation, c'est la cartographie de l'entreprise, des processus, comment on voit les processus bien sûr qui permettent de transformer les exigences des parties intéressées en système, en mécanisme d'évaluation de leur satisfaction. C'est la chaîne opérationnelle, c'est-à-dire tout ce qui est marketing, commercial et ainsi de suite, livraison, sujet à la surveillance, ça c'est le processus réalisation. Pour ça, ces processus ont besoin des objectifs et des ressources, c'est le processus management. En haut et bien sûr en bas, ça c'est les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, que ce soit matériel, humain ou information financière et ainsi de suite, qui présente cette maquette de cartographie qui est le 4.1.3. Où est le 4.1.4, c'est le système mis en place, l'exigence liée à la documentation, l'évaluation des performances et l'amélioration de ces processus décrits au niveau de la cartographie. Donc, tout le 4, qui est le système management de la qualité, doit avoir les mécanismes de leadership à partir d'une politique qui présente les orientations de l'entreprise par rapport aux clients et parties intéressées, par rapport à la conformité réglementaire, par rapport à l'atteinte des objectifs et bien sûr à l'amélioration continue de l'entreprise. C'est les axes généraux d'une politique qualité qui nécessite des responsabilités, autorités. C'est une définition des éléments, des règles à l'interne qu'on trouve soit au niveau des procédures appliquées, soit au niveau des fiches de poste ou des job description pour tous les acteurs dans un processus donné. Et l'ensemble de cela nécessite une communication sur les performances, sur les responsabilités, sur tous les éléments qui peuvent affecter le système management de la qualité. Donc, pour ce faire, donc, la politique nécessite une orientation client qu'on va la voir déployer au niveau de 4.1, c'est-à-dire les enjeux internes et externes, ainsi que les parties intéressées et les responsabilités, tout ce qui est attribution et communication des règles, des procédures de l'organisation, que ce soit hiérarchique ou fonctionnelle au sein de l'entreprise. De l'entreprise, bien sûr. Donc, chapitre 6, c'est la partie planification. Donc, c'est un sens de l'anticipation basé sur l'analyse des risques et opportunités. Bien sûr, l'élément le plus ancien, c'est les actions à faire face à cela. C'est-à-dire, à partir de cette analyse de risque, à partir de la détermination des opportunités de l'entreprise, c'est-à-dire les nouveaux projets, on dresse des plans d'action. Ces plans d'action qui sont des actions préventives qui ont été définies dans la version précédente de la norme. Et cela, on doit les appliquer pour atteindre les objectifs qu'on va fixer au niveau des processus. Donc, ça va nous permettre d'avoir deux éléments, fixer les objectifs, fixer les indicateurs pour mesurer l'atteinte de ces objectifs, mais bien sûr, avoir un plan de contrôle ou un plan de surveillance des performances globales de l'entreprise. Pour cela, il faut déterminer les processus nécessaires pour gérer les ressources, c'est-à-dire la partie ressources humaines, la partie infrastructure, la partie environnement qui va influencer la satisfaction client, l'atteinte des objectifs. Bien sûr, on a introduit tout ce qui est éléments de mesure, tout ce qui est métrologie ou performance opérationnelle en termes de réalisation. Donc, bien sûr, la gestion des compétences, éléments essentiels de support en termes de matière de gestion des RH, il faut les déterminer, assurer les actions de mise en place de ces ressources, de la compétence, c'est-à-dire on atteste que la compétence a été acquise soit par formation, soit par recrutement ou sensibilisation, et bien sûr, par la sensibilisation, ainsi que les ressources d'information, c'est la gestion documentaire et c'est la gestion de la communication au sein de l'entreprise.
Donc on arrive aussi pour décrire le chapitre 8, c'est la réalisation opérationnelle qui passe par une planification opérationnelle de la chaîne de la valeur, c'est-à-dire à partir des processus liés aux exigences clients, aux exigences produits, marketing, commercial, fabrication si on est, bien sûr tout ce qui est activité de stockage, libération de produits et la partie finale facturation, et ainsi de suite, c'est la partie 1. Et la partie 8, elle est bien sûr déployer une planification globale de toute cette chaîne. C'est la consolidation globale du programme annuel de l'entreprise. Bien sûr, les exigences relatives aux produits et services, c'est la partie commerciale et marketing. La conception et développement, si lui en est, soit des activités standards, on va l'exclure, sinon on a un process de mise en place de la conception et développement du produit qui va passer pour les activités de maîtrise de processus. C'est l'activité de tout ce qui est ordonnancement, fabrication de l'entreprise, contrôle qualité ou externalisation de cela pour apporter les preuves qu'on a toujours les mêmes exigences appliquées, que ce soit en interne, que ce soit en externe de l'entreprise. Tout ce qui est production et prestation, bien sûr, de services, c'est les activités de service après-vente, mais aussi on accentue sur la libération de produits pour définir les autorités nécessaires pour maîtriser cela. Donc, la libération et l'activité de contrôle et de stockage nous va engendrer ce qu'on appelle les événements exceptionnels, c'est la maîtrise des produits non conformes ou des sorties non conformes, tout au champ de cette chaîne de la valeur, que ce soit à l'achat, en approvisionnement, que ce soit en interne en termes de contrôle des produits en cours de fini, ou soit en termes d'endommagement des produits au niveau de stockage, que ce soit la gestion des produits périmés ou les produits déchets de l'entreprise, comment on va les gérer avec les responsabilités, bien sûr, en termes d'acceptation par dérogation, acceptation par client ou décision de rebuter ou d'éliminer ce produit à partir de la chaîne de l'entreprise. On arrive à la partie évaluation des performances. On a un système, ce qu'on appelle le plan de surveillance, qui va être engendré par tout ce qui est analyse de risque au niveau des processus qu'on a déterminés dans le chapitre 6. Donc, il va nous donner un plan de surveillance de l'entreprise étalé sur trois éléments. La partie surveillance globale de l'entreprise, que ce soit le produit ou les processus par la gestion des audits internes ou par les tableaux de bord, par les audits internes qui va un peu évaluer les performances globales de l'entreprise en termes de processus et procédures déployées, et la revue de direction, qui est le système d'évaluation des performances de l'entreprise, étalé des enjeux internes, du système mis en place, des tableaux de bord, de la gestion des ressources, des prestataires externes, des actions mises en place, de la gestion des produits non conformes, des données des audits, des données de revues de direction qui sont issues des anciens revues de direction au niveau de l'entreprise pour générer ce qu'on appelle un plan global de développement de l'entreprise via un mécanisme qui s'appelle la revue de direction. Et bien sûr, tout cela va générer des plans d'action qui vont être déployés par le chapitre 10, qui est les non-conformités, actions correctives, qu'on déclenche à partir des données de plans de surveillance pour assurer l'amélioration continue, et toute action non-conformité, toute non-conformité détectée doivent nous mettre un système d'amélioration, c'est-à-dire la revue, ce qu'on a fait en termes d'analyse de risque, en définition d'objectifs, définition des enjeux internes et externes, pour permettre toujours la relance de la route dynamique au niveau du système management de la qualité. Merci beaucoup pour votre attention, pour ces minutes que vous avez accordées pour notre vidéo. Si vous avez des suggestions ou des propositions du sujet, proposez-nous sur les commentaires pour faire déclencher notre chaîne. Et je vous invite à voir la partie documentation au niveau de notre site web HSE Tools, qui est très importante par rapport à vos besoins, où vous pouvez trouver une banque documentaire, des documents qui vont vous aider dans votre vie de système management de la qualité. Merci encore une fois.